Bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'une femme qui a été reine de France puis reine d'Angleterre. Une femme qui a eu 2 maris, 10 enfants, qui a participé à une croisade et qui a été enfermée pendant 15 ans sur ordre de son propre mari. Elle n'aurait jamais dû exister dans le monde dans lequel elle est née. Son nom est Aliénor d'Aquitaine. Alors, si tu as envie de découvrir son histoire, installe-toi confortablement et laisse-toi porter par la vie d'une femme qui n'a jamais fait ce qu'on attendait d'elle. Pour comprendre Aliénor, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle naît. Nous sommes autour de l'année 1122 dans le duché d'Aquitaine, au sud-ouest de ce que l'on appelle aujourd'hui la France. Mais à cette époque, la France n'est pas encore un royaume unifié et puissant. Le roi capétien, installé à Paris, ne contrôle réellement qu'une petite partie du territoire, tandis que de grands seigneurs comme le duc d'Aquitaine possèdent des terres immenses, riches et presque indépendantes. Et l'Aquitaine est un monde à part. On y parle la langue d'oc, on y célèbre la poésie, la musique, les troubadours. Les femmes y sont plus visibles, plus écoutées, parfois même consultées. La cour de son grand-père, Guillaume IX, est célèbre pour ses chansons d'amour et pour ses scandales, car il est lui-même l'un des premiers troubadours connus, mais aussi un homme réputé pour ses provocations et ses amours tumultueuses. Aliénor grandit donc dans une lignée où le pouvoir ne se limite pas à gouverner, mais aussi à séduire, à influencer, à marquer les esprits. Son père, Guillaume X, hérite de cet héritage culturel et politique. C'est un duc puissant, respecté, mais aussi profondément attaché à l'indépendance de son duché face au roi de France. Il protège ses terres, défend ses droits et veille à ce que l'Aquitaine ne devienne jamais une simple extension du royaume capétien. Aliénor n'est pas seule. Elle grandit aux côtés de sa sœur cadette, Pétronie, avec qui elle entretient un lien fort, presque complice, et d'un petit frère, Guillaume Aigret, qui meurt encore enfant. Et cette perte, même si elle est peu racontée, change tout, parce qu'à partir de ce moment-là, Aliénor n'est plus simplement une héritière possible, elle devient l'héritière, la seule qui compte réellement aux yeux du pouvoir. Sa petite sœur est là, bien entendu, mais elle n'est qu'un recours lointain, une éventualité.
ses voix, ses chants, pour rejoindre une cour du nord beaucoup plus stricte, plus silencieuse, profondément marquée par la religion et la retenue. Et c'est là que commence le premier véritable choc de sa vie. Son nouvel époux, Louis VII, roi de France, est un homme profondément religieux, formé à l'origine pour devenir moine avant d'être appelé au trône. Il est réservé, rigide, parfois maladroit dans ses relations humaines et surtout très attaché à l'idée d'un roi pieux, presque irréprochable. Aliénor, elle, est vive, curieuse, expressive, habituée à un monde où l'on débat, où l'on rit, où l'on séduit. Leur mariage pourtant est bien accueilli sur le plan politique. Pour la couronne capétienne, c'est un coup stratégique majeur. L'Aquitaine entre dans l'orbite du royaume de France. C'est une alliance prestigieuse, presque idéale sur le papier. Mais dans les faits, l'équilibre est fragile. Très vite, leur relation devient déséquilibrée. Non pas dans le conflit, mais dans le rythme. Louis avance avec prudence, cherche l'approbation de l'Église, hésite, consulte. Aliénor, elle, propose, réagit, influence et parfois devance. Et cela se ressent à la cour. Dans cet environnement plus austère, plus codifié, on observe la jeune reine. On commente ses tenues, son aisance, son assurance. Elle ne correspond pas à l'image attendue, mais ce qui dérange le plus, c'est sa présence. Elle ne se contente pas d'être là, elle existe. En 1142, 5 ans après leur mariage, alors que le règne est déjà bien engagé, un événement va tout bouleverser. Le conflit trouve en partie son origine dans une affaire familiale. La sœur d'Aliénor, Pétronie, entretient une relation avec Raoul de Vermandois, un grand seigneur du royaume, proche du roi et issu de la haute noblesse capétienne. Il est déjà marié à Éléonore de Blois. Pour être avec Pétronie, il décide de répudier son épouse, malgré l'opposition de l'Église. Mais cette décision dépasse largement le cadre privé, car Éléonore de Blois n'est pas n'importe qui. Elle est la nièce de Thibaut IV de Champagne, l'un des plus puissants seigneurs du royaume. Louis soutient cette union, ce qui provoque un scandale. En faisant ce choix, il ne prend pas seulement parti dans une affaire de couple, mais il s'oppose à l'Église et à un grand seigneur, rentrant en conflit ouvert avec le comte de Champagne, Thibaut IV. La tension dégénère en guerre. Louis VII assiège la ville de Vitry-en-Perthois. La ville est incendiée et plusieurs centaines de personnes meurent brûlées, réfugiées dans une église.
reste dans une logique politique plus directe, plus ancrée dans le réel. Elle ne remet pas en cause l'action en elle-même. Lui en est profondément marqué et peu à peu, une distance s'installe entre eux. 3 ans plus tard, en 1145, Aliénor, désormais âgée de 23 ans, donne naissance à son premier enfant, une fille prénommée Marie. C'est une naissance attendue, importante, qui vient confirmer la solidité du mariage. Mais elle ne règle pas tout, parce qu'à cette époque, seule la naissance d'un héritier masculin garantit pleinement la stabilité du royaume. Alors, sans que cela ne devienne encore une inquiétude ouverte, l'attente se prolonge et avec elle une forme de pression silencieuse. En 1147, Louis VII de France décide de partir en croisade. Après la chute d'Édesse, un territoire chrétien d'Orient, actuelle Turquie-Syrie, tombé quelques années plus tôt, en 1144 aux mains d'un chef musulman nommé Zengi. L'Église a lancé un appel pour une deuxième croisade. C'est un événement majeur, à la fois religieux et politique, car il s'agit du premier territoire chrétien perdu en Terre Sainte. Pour de nombreux croisés, dont Louis VII de France, l'objectif est clair: rejoindre Jérusalem, cœur spirituel du monde chrétien. Pour Louis, c'est aussi une démarche personnelle, une manière de se racheter après les événements de Vitry, qu'il vit toujours comme une faute, mais également une manière d'asseoir son image de roi chrétien. Et Aliénor refuse de rester en arrière. Elle accompagne son mari, laissant leur fille de 2 ans derrière eux. Mais surtout, elle part en tant que duchesse d'Aquitaine avec ses propres vassaux. Ce détail est essentiel parce qu'il montre qu'elle ne se considère pas uniquement comme l'épouse du roi, mais comme une souveraine à part entière. Le voyage est long, éprouvant et dangereux. L'armée quitte l'Europe et entre en Anatolie, dans ce qui correspond aujourd'hui à la Turquie. C'est un territoire qu'ils ne maîtrisent pas, où les repères disparaissent et où leur progression devient de plus en plus difficile. Les attaques se multiplient, les pertes s'accumulent, les conditions sont extrêmes et peu à peu, l'armée s'affaiblit. Ce qui reste de l'armée parvient à quitter l'Anatolie après plusieurs mois de marche, de perte et d'épuisement. Nous sommes désormais en 1148. L'armée atteint enfin le sud, aux portes de l'Orient, dans une région qui correspond aujourd'hui à la frontière entre la Turquie et la Syrie, dans la ville d'Antioche, soit actuellement la ville d'Antakya.
pas anodine. Raymond de Poitiers ne veut pas simplement accompagner la croisade vers Jérusalem. Il souhaite que Louis intervienne d'abord en Syrie du Nord pour renforcer Antioche face aux menaces musulmanes. Aliénor soutient cette position de son oncle, mais Louis refuse. Et c'est là que la tension devient visible. Ce n'est plus seulement un désaccord stratégique, c'est une fracture. Aliénor regarde dans une direction, Louis dans une autre. Autour d'eux, les rumeurs commencent à circuler. On évoque une proximité jugée trop grande entre Aliénor et son oncle. Certains chroniqueurs
pense que lui n'a pas encore, mais elle voit immédiatement ce qu'il représente. En l'épousant, elle ne choisit pas seulement un homme, elle choisit une force en train de monter, un choix audacieux et profondément stratégique. En 1153, elle donne naissance à un premier fils, Guillaume, un héritier attendu qui meurt encore enfant. Les sources ne précisent pas les circonstances, mais à une époque où la mortalité infantile est élevée, ces pertes font partie d'une réalité brutale. Pour le couple, c'est un premier coup dur. Et l'année suivante, en 1154, Henri devient roi d'Angleterre. Ils forment alors avec Aliénor l'un des couples les plus puissants d'Europe. Leur domination s'étend de l'Écosse aux Pyrénées, réunissant sur leur autorité un ensemble de territoires immenses que l'on appellera plus tard l'Empire plantagenet. Au début, leur relation fonctionne. Henri II et Aliénor gouvernent ensemble, voyagent, administrent leurs terres. Elle joue un rôle actif, notamment en Aquitaine, où elle continue de régner avec autorité. Et très vite, les naissances s'enchaînent. En 1155, elle donne naissance à Henri, destiné à devenir le jeune roi. Mathilde en 1156, Richard en 1157, le futur cœur de Lion, Geoffroy en 1158. Les années passent et la famille s'agrandit encore. Aliénor en 1162, Jeanne en 1165 et enfin Jean en 1166, que l'on appellera plus tard Jean sans terre. Mais ces enfants ne grandissent pas auprès d'elle au quotidien. Pour les garçons, comme dans toutes les grandes familles royales, ils sont confiés à des cours, à des tuteurs, à des alliés. Ils sont élevés loin de leurs parents, dans des environnements choisis avec soin. Aliénor ne s'occupe pas de leur éducation au quotidien, mais elle décide où ils grandissent, avec qui et dans quel monde. Lorsqu'ils passent par l'Aquitaine, ils découvrent une cour différente, plus libre, plus vivante, mais aussi profondément politique. C'est dans cet environnement
ces histoires relèvent sans doute davantage de la légende que de la réalité. Ce qu'elles révèlent, en revanche, est bien réel. La place que prend Rosamund dans l'entourage du roi et le regard que l'on porte désormais sur Aliénor. Et derrière ces récits, une réalité plus silencieuse s'installe. Aliénor est peu à peu mise à l'écart. Elle comprend que ce qu'il formait autrefois n'existe plus vraiment et qu'elle n'est plus une partenaire politique, mais une reine que l'on tolère. Alors, elle ne s'oppose pas frontalement. Elle se retire et retourne en Aquitaine, là où son autorité ne dépend de personne, là où elle peut encore décider, agir, exister pleinement, mais surtout observer et préparer. En 1173, tout bascule. Les tensions accumulées depuis des années éclatent au grand jour. Les fils d'Henri se révoltent contre lui. Henri le jeune roi, Richard, Geoffroy, tous contestent son autorité. Ce n'est pas une simple crise familiale, c'est une rébellion politique, parce que malgré les titres qu'il leur accorde, Henri II garde le contrôle. Il ne partage pas réellement le pouvoir, et ses fils, élevés pour régner, refusent d'attendre. Derrière eux, des alliances se nouent. Le roi de France, Louis VII, les accueille à sa cour et soutient leur révolte. Un ancien époux devenu allié de circonstance, non par attachement, mais parce que face à Henri II, toute opportunité est bonne à saisir. Les ennemis du roi se rassemblent, l'Europe observe, et Aliénor ne reste évidemment pas en retrait. Elle soutient ouvertement ses fils et prend position. Elle ne se bat plus seulement pour exister face à son mari. Elle cherche à redistribuer le pouvoir, à briser un système dans lequel elle n'a plus sa place. Mais Henri réagit vite, avec autorité et brutalité. La révolte est écrasée, les alliances s'effritent et les fils sont contraints de se soumettre. Et Aliénor est finalement capturée alors qu'elle tentait de rejoindre ses fils et ses alliés. Elle est arrêtée sur ordre de son propre mari. Elle sera enfermée pendant près de 15 ans, pas dans un cachot sombre, mais dans des résidences royales, déplacée de château en château, toujours sous surveillance constante, privée de liberté, écartée du pouvoir. Ses fils, eux, sont contraints de se soumettre. La révolte a échoué, les alliances sont effondrées, et face à la puissance d'Henri II d'Angleterre, aucun soutien ne peut réellement s'opposer.
jusqu'à négocier la rançon de son fils lorsqu'il est capturé en Europe au retour de croisade. À un âge où beaucoup disparaissent de la scène politique, elle est encore au centre du jeu. Elle finit sa vie à l'abbaye de Fontevraud, entourée et toujours respectée, en lien avec ses enfants encore en vie. Après une existence marquée par les conflits et les ruptures, ces dernières années sont plus apaisées, sans jamais être complètement détachée du pouvoir. C'est là qu'elle décédera en 1204 à 82 ans. Aliénor d'Aquitaine n'a jamais été une femme simple. Elle a été brillante, parfois dure, visionnaire, parfois dérangeante. Elle a aimé, dirigé, défié et parfois brisé. Mais ce qui la rend unique, ce n'est pas seulement ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a refusé d'être. Dans un monde où l'on attendait d'elle qu'elle se taise, qu'elle suive, qu'elle disparaisse derrière les hommes, elle a choisi d'exister. Et même enfermée, même trahie, même vieillissante, elle n'a jamais cessé d'agir, même quand tout le monde pensait qu'elle avait disparu. Et peut-être que c'est ça au fond, le vrai pouvoir, continuer d'exister, même quand on essaie de t'effacer. Et si cette histoire t'a accompagné jusqu'ici, alors laisse-la doucement s'éteindre avec la nuit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Laisse ton esprit ralentir. Laisse les images s'effacer